Hafizou, Le foyer fermait à 23 heures. 7e épisode. Et moi, je me retrouve avec des jeunes dealers de drogue là qui n'ont pas de chambre dans le foyer, mais qui essaient d'occuper l'espace où les bonnes dames là vendent dans la journée. Je me retrouve avec eux. Donc tu couchais dehors. On était dehors, oui, parce qu'en été, sous les arbres là, comme c'était en été, au mois d'août, et à chaque fois que je réunis 2 bancs pour me coucher, ils attendent quand je me couche, je pose ma tête sur le trottoir, le sommeil commence par me prendre. Quelqu'un vient, il me tape sur le dos. Lève-toi, c'est ma place. 3, 2, 1. Toutes les nuits, réveille-toi, c'est ma place. Alors qu'ils sont là, ils ne se couchent pas, ils ne dorment même pas. Ils sont là à faire leur deal de schiste. Et malgré ça, maintenant, moi, j'essaie de trouver du calme. Et à chaque fois que je posais ma tête, ils viennent, ils me réveillent. C'est ma place. Toute la nuit. J'ai vécu ça pendant 1 semaine. Pourquoi il faisait ça? Eh bien, ils ne me connaissaient pas. Je ne suis pas le bienvenu. Donc, ils essaient de me punir pour que je perde espoir et je parte de là. Mais, comme je le dis et je le répète, je suis un résistant, un combattant, un vrai guerrier qui a la patience en tout. C'est comme ça, j'ai résisté à tous ces assauts. Et finalement, il y a un vieux qui est venu vers moi aussi un matin. Il m'a dit, effectivement, est-ce que je peux lui dire exactement qu'est-ce que je veux? J'ai dit, moi, j'ai des parents, mais j'ai du mal à les joindre. Tu n'arrivais pas à joindre ta cousine? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en vacances. Alors, à chaque fois que j'appelle, je tombe sur le répondeur. C'est comme ça, un jour, je suis resté dans une cabine téléphonique, les cabines publiques là, à 4. J'ai acheté la carte, j'ai mis la carte, j'ai appelé au Bénin. Ils m'ont donné le numéro du portable de mon beau-frère, le mari de ma cousine. C'est comme ça que j'ai réussi à le joindre et je lui ai dit là où je suis. Du coup, elle est venue me chercher. Quand elle m'a vu immédiatement, la première des mots qu'elle m'a dit qui m'a étonné, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je dis quoi? C'est quelle question ça encore? Soit tu me laisses dans ma galère, soit tu me sauves sans poser trop de questions. J'ai fait 2 semaines chez elle. Elle m'a foutu à la porte aussi. Pourquoi? Ça, c'est elle seule qui peut te donner l'explication. Mais moi, au départ, je l'ai mal vécu. On s'est réveillé un matin et elle a commencé par crier sur son mari. Ton étranger ne va plus dormir dans ma maison. Tu l'amènes là où tu veux. J'étais ébahi. Bouche bée, les yeux écarquillés comme ça, je la regardais. Elle n'a même pas eu la pitié. Le monsieur tremblait. Je te jure, le monsieur tremblait. En quelques minutes, on a quitté la maison. Bon, moi, je croyais que en France, comme en Afrique, on pouvait mener la vie familiale ensemble, quoi. J'ai failli abandonner mes rêves. Mais je me suis dit, je suis déjà là. Il ne faudra pas que je retombe encore dans les mauvais souvenirs. J'ai déjà survécu pendant 3 ans en Algérie. Il faudra que j'oublie ça et que je me batte comme un homme. Finalement, j'ai trouvé un point où déjà, quelles que soient les issues, je peux les soirs rentrer et poser ma tête sur un oreiller. Finalement, tu as trouvé un logement. Oui, tout juste en face du stade de Reuilly là. Là, on fait la foire du trône. Boulevard Poniatowski,
Il y avait la maison des étudiants de l'Afrique de l'Ouest là-bas. J'ai trouvé un logement, mais pas un logement digne de ce nom. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pas digne de ce nom? On était dans la cave. Parce que la cave, c'était aménagé de telle manière que c'était une cuisine pour les étudiants. Il y avait des toilettes, douches, tout équipé là-bas. La lumière, tout aussi, l'eau chaude, le chauffage, tout fonctionnait en bas là. Mais c'était la cave. Et on dormait là, on était 6 Maliens et moi. Donc tu disais j'avais un oreiller pour dormir. Et oui, si il n'y avait pas cette solution, je serais dehors. Avec les conditions climatiques de l'Europe, ce n'est pas facile de se retrouver dehors. Tu vois? Du coup, en trouvant ce foyer-là, c'était une aubaine pour moi. Je ne m'exprimais pas avec tout le monde. Quand quelqu'un m'aborde seulement, je lui dis bonjour et j'essaie d'éviter la communication, quoi. T'avais peur de quoi? Mais d'être arrêté, d'être expulsé, parce que ce que j'ai vite compris, pour t'expulser, tu ne prends rien. Ils te prennent, il n'y a pas question qu'on te ramène chez toi pour que tu récupères quelques trucs pour toi. Même si tu avais une énorme somme sur toi, la police te l'arrache parce qu'ils ne savent pas la provenance de cette somme. Même si tu dis que tu as travaillé pour l'avoir, c'est zéro chez eux. Tu ne devais pas l'avoir. Donc c'est tout ça qui faisait que j'étais sur mes gardes. Et j'essaie de passer par n'importe quel moyen pour me trouver à la maison facilement d'abord. Et une fois que je suis chez moi, c'est fini. Je ne sortais plus. Il pleut, non? Oui. 2 mois plus tard, j'ai trouvé du boulot encore à la Foire du Trône. Et si tu te rappelles, il y a un gars qui a amené pour la première fois le saut à l'élastique à la Foire du Trône. Et là, j'ai été le voir, ils ont commencé par amener tout le nécessaire qu'il faut pour l'installation. Et je les ai demandé, tout ce que vous me proposez, je vous le ferai. On arrivait à s'entendre en même temps. Quand j'ai été, en ce moment, il a amené une autre attraction. C'était le Skyrider, un nouveau manège, et ça va à 120 à l'heure. 120 km à l'heure en quelques secondes. Là, je l'ai essayé une fois avec un des membres de l'équipe qui se nomme, il a un surnom, et son surnom c'est Chevelon. Il l'appelait Chevelon. On est monté avec lui. J'ai failli tomber dans les pommes. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé le bas. On m'a dit de remonter, j'ai dit non, la prochaine fois. Tu as continué à travailler avec eux? Oui, jusqu'à la fin, jusqu'au démontage du manège. Et tous les soirs, j'avais 60 €. Quand ça marche, j'avais plus, tu vois. Et ça y est, je suis devenu un des leurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est un peu arrangé, qui s'est réparé à ce moment-là. Effectivement. Parce que pendant de nombreuses années, tu es tombé que sur des gens pas très recommandables, Oui. qui t'ont mis des bâtons dans les roues tout le temps. Et là, ça s'est un peu dégelé. Ça a commencé par changer. Je me suis dit, alors voilà, ça va. Un peu d'humanité, en fait. Voilà, un peu d'humanité. Attends, je vais allumer. Ça a duré combien de temps cette période sans papier? 7 ans. 7 ans. Oui, je suis resté 7 ans sans papier. Et finalement, les membres de la Ligue des droits de l'homme et l'association d'aide aux sans-papiers
C'est ça qui m'a permis d'obtenir mes papiers. Et le jour où tu as eu tes papiers, alors? Consécration totale. Consécration. Quand j'ai été pour retirer ma première carte de séjour, et l'étonnement qui a frappé la policière qui était là, qui devait me donner, c'est que j'étais souriant. J'étais souriant. Et elle était étonnée de « Monsieur, pourquoi vous êtes souriant ?» J'ai dit « Vous savez, quand on est sans papier là, qu'est-ce qu'on vit? Vous ne savez pas. C'est tout un calvaire qu'on vit. On marche avec de l'angoisse, une boule dans le ventre. » Et la boule est partie? D'un seul coup. D'un seul coup. Et là, je me dis, il me reste combien de temps maintenant pour aller voir ma famille? À suivre.